Daniel Wild, vous êtes directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial REIM. Merci d'être avec nous sur BITV. Merci, bonjour Luc-Étienne. Votre équipe a publié récemment son plus récent rapport Conviction immobilière. D'emblée, j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, est-ce difficile d'anticiper l'avenir dans le contexte macroéconomique actuel? C'est toujours difficile d'anticiper l'avenir, mais effectivement, la spécificité de la période actuelle, c'est de distinguer finalement deux échelles de temps. La première, c'est ce pic d'inflation qui sera passé ou pas à court terme, et qui détermine notamment les valeurs d'expertise au 31 décembre et un tas de variables qui sont très importantes. Mais il y a aussi la question de l'échelle de temps un peu plus longue. Quelles sont les tendances qui vont perdurer et dans quel environnement de taux on va se retrouver une fois que cette inflation conjoncturelle que nous vivons aura été jugulée par les banques centrales. Nous, ce qu'on croit, c'est que ce qui sera de toute façon assez structurel à l'avenir et avec lequel l'immobilier va devoir compter, c'est que nous sommes sortis de l'univers des taux négatifs. Peut-être pas des taux bas, mais en tout cas des taux négatifs. Et donc, l'immobilier devra probablement vivre dans un environnement où les taux d'intérêt seront légèrement supérieurs à ce qu'ils ont été auparavant, où les produits obligataires offriront donc une vraie alternative pour les investisseurs face à l'immobilier. Et en termes d'inflation, je crois que subsistent encore beaucoup d'interrogations. Est-ce que cette tendance à la démondialisation, au rapatriement d'industries stratégiques en Europe va perdurer? Si oui, c'est un facteur inflationniste assez permanent. Donc en fait, je dirais qu'il y a la difficulté de prévision. Elle est à court terme avec effectivement est-ce qu'on est sur la fin du pic inflationniste ou pas? Et puis elle est à moyen long terme sur un peu la nouvelle normalité ou le monde d'après qui est redéfini tous les ans depuis 3 ans. Bien, d'accord. Parce que justement, vous mentionnez le monde d'après. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent un peu ce monde d'après. Il semble y avoir une inadéquation entre les attentes des acheteurs et des vendeurs. Et puis donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent aujourd'hui attentistes. Est-ce que vous voyez cet attentisme, pardon, durer? Et si oui, jusqu'à quand? Oui, on le voit durer, en tout cas jusqu'à ce que l'inflation soit stabilisée, ou en tout cas qu'on ait de la visibilité, et donc jusqu'au moment où la priorité de la BCE ne sera pas l'inflation, mais la récession. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver assez vite. Ce qui est assez intéressant, c'est de comparer finalement ce que nous vivons aujourd'hui avec ce qui s'était passé fin 2008, début 2009. Et ce qu'on voit, c'est que très clairement, on est dans un environnement qui est beaucoup moins volatile en vérité qu'à la fin de la grande crise, qu'au moment de la grande crise financière, parce que beaucoup moins de gens sont pressés de vendre. Il n'y a pas aujourd'hui de vente forcée comme ça avait été le cas fin 2008, début 2009. Il y a aussi, je pense, une maturité du marché avec des expertises qui vont s'adapter progressivement à cette nouvelle normalité. Donc, il n'y a pas l'effet de soudaineté qu'on constatait. Et donc, on estime, nous, aujourd'hui, qu'il y a à peu près 5 milliards d'euros de transactions, je dirais un peu en suspension, gelées, sur le marché français aujourd'hui. Ça signifie aussi qu'il n'y a pas ni d'acheteurs forcés d'acheter, ni de vendeurs pressés de vendre. Et donc ça présage quand même, je dirais, d'une gestion un peu plus lisse que ce qu'on aurait pu craindre au niveau des valeurs. Et puis la grande nouveauté également, c'est quand même que cette inflation permet aussi, dans une certaine mesure, l'indexation des loyers, qui joue une sorte de rôle d'amortisseur un peu de la crise telle que nous la vivons. D'accord, oui. Puis si on parle un peu de performance aussi, en début septembre, vous déclariez que la performance totale du marché sera portée par l'immobilier logistique, résidentiel et de santé. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est toujours votre conviction 3 mois plus tard? Oui, absolument. Alors, ces convictions étaient issues des modèles que mon équipe et Henri-Aurélien Natter a développés. Ce qui là encore est intéressant, c'est que on voit qu'il y a vraiment une décompression des taux qui s'opère, mais en ordre dispersé selon les classes d'actifs et selon les pays.
on voit que très clairement, au Royaume-Uni, il y a une volatilité plus grande et une faculté par les experts de prendre leurs pertes, Mm. de prendre les pertes beaucoup plus facilement qu'en Europe continentale. Il est clair que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la logistique, par exemple, a été le premier secteur à décompresser véritablement en septembre, hein, à voir vraiment une augmentation de ces taux. Ce qu'on voit aussi, c'est que les secteurs qui ont été très touchés par la phase Covid, c'est-à-dire le commerce et l'hôtellerie, sont beaucoup moins touchés aujourd'hui, un peu comme si la crise actuelle, en quelque sorte, soldait les comptes. Hein, et que la perte qui avait été prise avant n'était pas reprise en quelque sorte. Aujourd'hui, on voit que le marché du bureau, eh bien, ça commence. Là, on va entrer dans les 2-3 trimestres où on va avoir une vraie pression à la hausse sur les taux de rendement. Et on voit du côté du résidentiel, du côté de la santé, ben, finalement une relative stabilité des valeurs. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne voit pas une sorte de décompression absolument généralisée et simultanée des taux, mais plutôt, moi j'appelle ça une décompression en ordre dispersé, ce qui veut dire que du point de vue de l'investisseur que nous sommes chez Primonial RM, le market timing est très important. C'est-à-dire le fait, au fond, on dit toujours un bon gérant, c'est celui qui a le maximum de cash au moment où les prix sont au plus bas. Mais finalement, ça, c'est la gestion du market timing qui va pouvoir se faire entre pays, entre classes d'actifs, et puis aussi entre niveaux d'actifs. Parce qu'une des choses qu'on peut espérer dans le moment actuel, hein, je parlais de solder les comptes, euh, auparavant, je dirais jusqu'à début 2020, on avait une sorte de convergence des rendements entre actifs neufs et actifs anciens, entre actifs loués et actifs moins loués. Et finalement, il y avait quelque chose d'un peu irrationnel dans le fait que des actifs anciens étaient aussi chers que des actifs neufs, etc. Je pense qu'on doit pouvoir espérer que les primes de risque se reconstituent de telle manière à ce qu'il y ait une véritable hiérarchie entre les niveaux d'actifs, et c'est évidemment l'ESG qui va être le juge de paix à cet égard, entre les classes d'actifs et entre les pays. Parfait. Merci beaucoup, Daniel Webb, pour cet éclairage, d'autant plus important dans ces temps incertains d'un point de vue Absolument. macroéconomique. C'est grandement apprécié. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à bientôt sur BITV. Merci infiniment. Bonne journée.